Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Swazik Krogenek. Bonjour Swazik. Bonjour. Alors Swazik, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université de Guyane. Vous êtes actuellement en délégation EFE auprès de la Casa de Velasquez, donc pour 2021-2022. Donc vous avez soutenu une thèse à l'Université de Toulouse 2 en 2011 et vous avez publié vos travaux en 2015 sous le titre Société minière et monde métis, le centre nord de la Nouvelle-Espagne au XVIIIe siècle. Vous êtes membre de l'EHEHI, donc entre 2009 et 2011, puis de 2007 à 2017, vous vous concentrez, comme je l'ai dit, sur la Nouvelle-Espagne ainsi que sur la Louisiane espagnole au XVIIIe siècle. Donc, vous étudiez le fonctionnement des sociétés multiculturelles et des régions de confins. Les constructions identitaires et les circulations sont au cœur de vos travaux. Donc, parmi vos publications récentes, on les a toutes mises sur le site internet d'Histoire en série, à la page de l'émission. Je vais présenter peut-être la dernière, qui est là aussi, vous avez publié Africanos y Afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional, donc en 2020. Vous m'excuserez pour l'accent espagnol qui n'est pas aussi excellent que celui de Swazik. Mais aujourd'hui, Swazik, les auditeurs doivent s'attendre à ce que vous nous présentiez une série peut-être sur l'Amérique centrale ou sur l'Amérique de l'époque moderne, et pas du tout. Vous avez choisi quelque chose qui peut paraître hyper exotique, qui est une série sur le Japon, mais finalement, quand on va étudier la série, Swazik, on va voir que ce n'est pas si loin que ça de vos recherches. Alors, c'est quoi cette série, Swazik ? Alors, c'est une série qui s'appelle Yasuke, qui est sortie cette année sur Netflix, une petite série animée de 6 épisodes, donc qui se voit très rapidement. Et cela part d'un samouraï noir, Yasuke, que l'on a retrouvé dans les sources de manière très fragmentaire, dans des sources jésuites des années 1580, dans des sources japonaises aussi, dans des chroniques, qui a été mentionné comme ça de manière très limitée et qui devient maintenant un personnage, on va dire, pratiquement de pop culture, notamment aux États-Unis. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette série, qui est en fait une série qui permet de parler à la fois du Japon au XVIe siècle, mais surtout des questions culturelles et multiculturelles à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Et oui, Swazik, parce que c'est vrai que on l'oublie, mais l'époque du Japon, tel qu'il est présenté dans la série Yasuke, c'est cette époque où il y a une première ouverture mondiale à travers ce que on a de façon souvent assez impropre appelé les grandes découvertes. Mais il ne faut pas oublier que les Portugais, vous l'avez commencé à l'énoncer, on va le voir, et les Espagnols, notamment à cette époque-là, partent à la découverte du monde. En Amérique, on le sait avec Christophe Colomb, mais on oublie souvent avec l'Asie la conquête des Philippines, notamment par les Espagnols. Ils sont très présents, les Espagnols et Lusitaniens, dans cet espace asiatique. Et c'est très intéressant parce qu'on le voit à travers cette mini-série. Alors peut-être pour commencer à évoquer cette mini-série, ça serait bien, Swazik, que vous nous resituiez comment ça se passe au Japon au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on en voit, surtout dans la série. Alors, on est à la fin d'une période qu'on appelle la période des royaumes combattants, l'ère Sengoku, qui dure grosso modo du milieu du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle, et l'avènement des Tokugawa, qui se maintiennent au pouvoir ensuite jusqu'au début de l'ère Meiji, au milieu du XIXe siècle. Cette période des royaumes combattants est une période qui est marquée par l'affaiblissement du shogunat, et par l'émergence de figures guerrières, des daimyo, des seigneurs de guerre qui tentent de s'imposer à la tête du Japon et notamment sur l'île principale de Honshu. Donc, et parmi ces seigneurs combattants, on a une figure particulièrement intéressante qui est Oda Nobunaga, né en 1534, mort en 1582,
qui est celui qui renverse le shogunat des Ashikaga en 1573 et s'impose pratiquement pour la première fois à la tête d'un Japon plus ou moins réunifié, en tout cas d'un Japon de l'île principale de Honshu. Il se lance à la conquête donc de Honshu à partir du centre. Il mène la répression d'une secte, la secte Ikko, entre 1574 et 1580 et installe une cour brillante au château de Azuchi, qui est à la fois le centre politique, religieux, culturel et militaire du Japon pendant cette brève période jusqu'à sa mort en 1582. Alors le château de Azuchi est particulièrement intéressant par sa volonté de centralisation du pouvoir religieux, comme je l'ai dit. Nobunaga impose la présence des temples mères bouddhiques, en tout cas des principaux temples mères bouddhiques autour de Azuchi, mais aussi autorise l'installation des séminaires jésuites, ce qui nous amène à l'influence jésuite au Japon au XVIe siècle. C'est aussi un centre culturel, notamment autour du théâtre No, dont Nobunaga est un passionné, et il y a toute une mise en scène du pouvoir à travers l'architecture. Et Nobunaga aussi se caractérise par son intérêt pour le monde au-delà du Japon. C'est un proche du père jésuite Louis Frois et il conçoit un projet de monarchie universelle, largement inspiré par les propos de Frois autour de ce qui se fait en Espagne, notamment au XVIe siècle, et projette, par exemple, une invasion de la Corée. Et c'est dans ce cadre-là aussi que Nobunaga rencontre un esclave noir au service d'un missionnaire jésuite Valignano qui va devenir Yasuke. Finalement, Nobunaga est trahi par un de ses proches, un seigneur qui est Akechi Mitsuhide, et lors de l'incident de Onoji. Et il est contraint de se donner la mort par seppuku, donc en 1582. Voilà. Vous venez de le dire, Soazic, cette idée-là de retrouver des Portugais et principalement des Jésuites peut nous paraître exotique, mais quand on regarde une histoire plus globale de l'Asie, on a fait par exemple une émission avec Marie Favereau sur Marco Polo. On voit bien que les Européens sont très présents dans cette Asie dès le Moyen-Âge et encore plus à l'époque moderne qui commence là. Est-ce que vous pourriez, vous, nous dire justement comment ces Portugais sont présents et quel est leur rôle dans ce Japon du XVIe siècle? Alors, il faut déjà se rappeler que l'imaginaire de l'Asie est au cœur des processus d'expansion européenne à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Quand Christophe Colomb se lance dans son expédition à travers l'Atlantique, son but est en fait l'île de Cipango, c'est-à-dire le Japon. Il est d'ailleurs convaincu d'avoir découvert dans ce qui est maintenant la Caraïbe, d'avoir découvert des îles qui étaient censées appartenir à l'archipel japonais. Donc Cipango, dans l'imaginaire européen, c'est un royaume presque mythique et un des buts à atteindre. Au cours du XVIe siècle, le Japon prend une dimension beaucoup plus réelle à partir des missions qui sont surtout l'apanage des jésuites, des franciscains également. On retrouve aussi les efforts portugais, notamment des marchands, qui à partir de la base de Goa, aux Indes portugaises, se lancent tout d'abord à l'assaut des réseaux commerciaux de l'insulinde, et puis ensuite au-delà, de proche en proche, de la Chine et éventuellement du Japon. Et le contact se fait non pas sur l'île principale de Honshu, mais sur une des îles du sud, Kyushu. Donc Kyushu est le lieu de différents royaumes indépendants, notamment le royaume de Bungo, dont le roi Otomo Sorin accueille les Portugais. Il rencontre le missionnaire François Xavier et ouvre le port de Funai au commerce européen et donc surtout portugais. Il autorise ainsi la fondation du premier hôpital européen occidental dans ce même port de Funai et pousse le mouvement jusqu'à se faire baptiser en 1578. En échange de ces accords, le baptême, la conversion au christianisme, l'autorisation d'installation accordée aux jésuites et aux portugais, il obtient des canons et de la poudre vendus par les Portugais à partir de leur place forte de Macao. De la même manière, un autre roi, donc le roi du d'Omura, donc dans la région de Nagasaki cette fois-ci,
Omura Sumitada, lui offre le port de Nagasaki aux jésuites entre 1568 et 1571. De la même manière qu'Otomo Sorin, il se convertit, est baptisé en 1574 et lui va jusqu'à expulser les sujets non chrétiens. Donc on voit là aussi que l'adoption du christianisme est une option pour ces souverains de Kyushu, Otomo Sorin, Omura Sumitada, pour imposer leur pouvoir et renforcer leur pouvoir. Et ça se voit notamment lors de la bataille d'Okitana-Wate en 1584, qui voit la participation de daimyo chrétiens, donc de seigneurs de guerre chrétiens, qui sont assistés de troupes indiennes, donc venant des Indes portugaises, de Goa, et d'esclaves et africains. Dans ce contexte, des traces culturelles profondes ont été laissées, notamment à travers l'art Namban. L'art Namban vient du terme Nambanji, qui renvoie aux barbares du Sud, donc les Portugais. Cet art Namban rend compte de ces rencontres, est donc un art, on va dire, quasi métis, qui combine plusieurs traditions. Sur ces représentations, notamment sur des paravents, en espagnol les biombos, les Portugais sont représentés souvent de matière comique. On insiste sur les détails des costumes, notamment la fraise, propre aux costumes européens de la fin du XVIe siècle, les pantalons bouffants, et on voit aussi l'intérêt du regard japonais de Kyushu pour les esclaves qui accompagnent et les Portugais et les Jésuites. Et on retrouve cet art Namban sur les paravents qui, par transfert culturel par la suite, vont devenir une mode, notamment en Nouvelle-Espagne, par le circuit du Galion de Manille, les Philippines, puis Acapulco, puis Mexico. Et on retrouve l'art des biombos qui sont adoptés par les habitants de Nouvelle-Espagne, de Mexico, en tant qu'objet, les paravents, mais aussi comme support de représentation, et là, cette fois-ci, de représentation de l'histoire de la Nouvelle-Espagne. Vous évoquiez, Swazik, à l'instant avec nous cette idée que l'on retrouvait des esclaves présents justement dans ce monde asiatique et en particulier dans ce Japon. Alors on va en arriver à ce personnage de Yasuke parce que c'est très intéressant là aussi de voir finalement que contrairement à nos idées reçues, la plupart de l'esclavage qui provient d'Afrique ne va pas vers les Amériques, mais il y a aussi une traite qui se fait vers l'Asie, vers l'océan Indien, puis vers l'Asie, et le personnage de Yasuke en est véritablement révélateur de tout cela. Oui, alors Yasuke quand même a une caractéristique, c'est un esclave de service. Il arrive au Japon au service d'un jésuite, Alessandro Valignano, qui est un des personnages les plus importants du monde missionnaire européen en Asie, dans la mesure où c'est celui qui organise ses efforts missionnaires. Il se rend au Japon pour inspecter littéralement ce qui est en train de se passer, renforcer les liens avec les seigneurs chrétiens japonais et au-delà les seigneurs sur l'île de Honshu, notamment Nobunaga. Alors, Yasuke est un esclave, alors soit originaire du Mozambique, soit du Sud-Soudan, de l'Éthiopie, ses origines ne sont pas encore déterminées. Et alors, ce que l'on sait dans les sources, c'est qu'il arrive en 1579, donc vraiment à la fin de la période de Nobunaga. C'est un esclave du jésuite Alessandro Valignano et il accompagne ensuite, en 1581, le père Floris et se retrouve à la cour de Nobunaga en 1581. Et c'est là que l'on voit son apparition dans les sources japonaises. Par exemple, dans une chronique, Matsudata Iedata insiste sur la taille et la couleur de sa peau. Yasuke est un personnage qui marque les contemporains japonais au point de figurer dans les sources. Et d'ailleurs, la rencontre avec Nobunaga est documentée dans la chronique du seigneur Nobunaga. Je cite, « Le 23 mars 1581, un serviteur noir est venu des pays chrétiens. L'homme était en bonne santé, avec de bonnes manières, et Nobunaga loua sa force. Le neveu de Nobunaga lui donna une somme d'argent lors de la première rencontre. » Donc, on voit dans cette citation, déjà, toujours ce regard porté sur cet homme étranger à la peau de couleur qui impressionne la cour japonaise et impressionne tellement Nobunaga
que Yasuke finit par rentrer au service de Nobunaga en 1581. En 1582, Yasuke est capturé par Akechi Mitsuhide après la mort de Nobunaga, et là, on perd complètement sa trace. Plusieurs hypothèses sont émises, notamment le fait qu'il soit remis à l'église. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yasuke n'est pas condamné à se faire seppuku à la suite de la mort de Nobunaga, car il n'est pas japonais, il n'est pas considéré comme un samouraï par Mitsuhide, et par la suite, il disparaît complètement des sources. On en arrive à ce personnage de Yasuke. J'aimerais qu'on rentre plus en détail pour voir qui il était véritablement et pour voir quelle empreinte il a laissée dans la culture populaire. Alors peut-être pour commencer, j'allais dire par le commencement, Swazik, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui comment est-ce qu'on le connaît, comment est-ce qu'on le voit dans le Japon actuel? Alors, au Japon, Yasuke est une figure qui reste dans la culture populaire et imprègne les imaginaires, notamment à travers un livre pour enfants publié en 1968 de Kurusu Yoshio et Mita Genjiro, qui s'appelle Kurosuke. Alors, c'est un livre pour enfants, et donc qui marque toute une génération née dans les années 60. Et ce qui est important, c'est de voir ne serait-ce que le titre, qui renvoie toujours à la peau de Yasuke, dans la mesure où Kuroi en japonais signifie noir. Donc on a ce premier imaginaire. Ensuite, on le retrouve dans un roman satirique de 1971 de Endo Shusaku, qui est Kurombo, là encore avec l'insistance sur la couleur de Yasuke. Et à partir de là, on assiste à une résurgence dans les années 2000 de la figure du samouraï noir, que l'on retrouve comme pratiquement un personnage récurrent. Par exemple, dans la série de 2008 d'Amano Sumiki, Momoyama Beat Tribe, et qui est une transposition de concours de danse dans le Japon de Nobunaga, et Yasuke apparaît comme personnage. Et plus généralement, c'est un personnage secondaire que l'on retrouve dans les mangas, dans les animés, dans les romans. Alors, soit en tant que Yasuke, comme personnage historique, donc dans, par exemple, la série Nobunaga o Koroshita Otoko, d'Akechi Kenzaburo et Yutaka Todo, soit en tant que figure du samouraï noir, qui est une transposition, mais qui reprend un certain nombre de traits que l'on retrouve dans la figure de Yasuke, à la fois dans l'histoire et dans la culture populaire. Donc je pense par exemple au personnage de Kaname Tosen dans la série Bleach de Tite Kubo. Et d'après certains commentateurs, on peut penser que la série Afro Samurai de Takashi Okazaki est largement inspirée par la figure de Yasuke. Vous venez d'analyser quelle est la place aujourd'hui de Yasuke, de sa figure en tout cas dans le Japon, mais qu'en est-il dans notre monde occidental? Swazik, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est quelqu'un là aussi qui est une figure, peut-être si elle n'est pas en tout cas connue, mais en tout cas utilisée, que ce soit par là aussi à travers les animés, mais peut-être à travers les films? Alors, on retrouve la figure de Yasuke dans des projets d'Hollywood à partir de, on va dire, environ 2015. Donc, c'est un phénomène très récent et qui est concomitant d'une meilleure connaissance de ce personnage que l'on retrouve, par exemple, à travers les travaux d'un historien anglo-saxon installé au Japon, Thomas Lockley, qui a publié un article sur The Story of Yasuke Nobunaga's African Retainer, publié en 2016, et son livre publié en 2019, African Samurai, The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Donc on a une meilleure connaissance de ce personnage, même si elle reste encore très parcellaire, et on retrouve un intérêt de plus en plus fort, notamment aux États-Unis. On a eu un premier projet qui était intitulé Black Samurai en 2017, et ce projet est repris en 2019 sous le titre de Yasuke. Ce projet est largement entre parenthèses dans la mesure où c'était l'acteur afro-américain Chadwick Boseman qui devait interpréter le personnage de Yasuke avant sa mort en 2020. Donc dans le mouvement hollywoodien actuel autour
de personnages héroïques comme Black Panther en 2018, incarné par Chadwick Boseman, on a cette volonté de créer des héros noirs qui serviront de figure pour le public afro-américain qui en demande en fait de personnages dans lesquels ils puissent se sentir vraiment représentés et auxquels ils puissent véritablement s'identifier. Donc, on a plusieurs projets qui ont été développés à Hollywood, qui pour l'instant, pour ce qui est vraiment du cinéma avec des acteurs, est un peu au point mort. Par contre, on a cette série Netflix qui a été produite pour 2021. Enfin, on a, du point de vue de la littérature, Yasuke apparaît comme un protagoniste dans la trilogie, là, cette fois-ci, d'une série de romans portugais, qui est écrite par un collègue de l'Université de Lisbonne, João Paulo Oliveira e Costa, qui appartient au laboratoire du CHAM, qui est donc aussi donc universitaire. Et cette trilogie, le premier tome a un titre très révélateur, c'est Le Samouraï Noir, publié en 2017, puis ensuite Shogun en 2019, et à la fin de la même année, La Dame au kimono blanc. Donc, depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, Yasuke est en train de s'imposer comme figure de la culture populaire, aussi bien aux États-Unis et aussi en Europe. On le voit bien, hein, cette série disponible sur Netflix, vous l'avez dit, mini-série de 6 épisodes, répond véritablement à une demande au Japon, mais aussi une demande en Europe et aux États-Unis. Donc il y avait là pour Netflix un vrai marché, en tout cas pour lancer cette mini-série. Alors si on rentre maintenant, Swazik, un peu plus en détail justement sur cette mini-série, on va voir que finalement c'est une mini-série, c'est une série qui est hybride parce que... Première chose que je voulais voir avec vous, c'est une série qui va suivre 2 fils narratifs différents. Oui, alors ça, c'est une volonté des producteurs, parce que bon, on connaît l'histoire très parcellaire de Yasuke, mais après, il faut inventer, et c'est le but de la fiction. Et donc, le premier fil narratif, c'est l'histoire de Yasuke, telle qu'elle est connue, avec certains aménagements que l'on va voir. Donc ça, c'est une série de flashbacks. Et la ligne narrative principale est la ligne de la vie de Yasuke après la mort de Nobunaga. Donc, essayer de voir en fait ce qu'est devenu ce personnage après sa disparition des sources en 1582. Alors, le premier fil narratif reprend de manière assez classique la rencontre avec Nobunaga. Alors, avec des changements, comme je l'ai dit, Yasuke n'est plus l'esclave d'un jésuite Valignano, mais l'esclave d'un marchand portugais ridicule. Et là, on retrouve l'influence visuelle de l'art Nanban dans la mesure où Yasuke est vêtu comme les personnages que l'on retrouve sur les paravents produits par l'art Nanban, le pantalon bouffant et la fraise. Dans cette ligne narrative, comme je l'ai dit, il y a des aménagements, des créations, l'introduction d'un personnage féminin qui est un love interest sans lettres, une figure de samouraï féminin, Natsumaru, qui transgresse les codes traditionnels, d'après l'antagoniste Mitsuhide, que l'on va évoquer à plusieurs reprises maintenant. Et ce samouraï féminin, Natsumaru, renvoie à une figure peu connue en Occident, qui est la figure de la femme combattante, Ona Bugeisha ou Ona Musha. Ona veut dire femme, et c'était des femmes qui, dans le Japon prémoderne, pouvaient, en fonction des besoins, notamment dans une perspective défensive, mais aussi offensive, prendre les armes et combattre auprès des samouraïs. Ce qui est étonnant dans ces flashbacks, c'est que les jésuites ont totalement disparu de l'entourage de Nobunaga. Et j'ai peut-être plusieurs hypothèses que l'on verra un peu plus tard. Et surtout, dans ces flashbacks, on insiste lourdement, à travers le personnage antagoniste d'Akechi Mitsuhide, sur le trouble provoqué par l'entrée de Yasuke au service de Nobunaga. Et dans une moindre mesure aussi, l'entrée au service de Nobunaga d'une femme comme Natsumaru. Akechi Mitsuhide, dans la série, dans ses flashbacks, ne cesse de renvoyer Yasuke à sa condition servile et refuse en fait tout ce qui vient bousculer les traditions. Mitsuhide incarne un mouvement largement conservateur. Le deuxième fil narratif, lui, s'intéresse
et brode sur l'histoire de Yasuke après la mort de Nobunaga. On le retrouve réfugié dans un village au fin fond du Japon, très loin de la cour. Il a changé de nom. Il s'appelle désormais Yasan et a une barque et sert pour assurer le transport des voyageurs sur la rivière qui passe non loin du village. Il est contraint de sortir de sa retraite pour accompagner une petite fille, Saki, et sa mère, pour rencontrer un docteur, le docteur Morisuke, qui est soi-disant le seul capable de soigner Saki d'un mal mystérieux. Et là, on retrouve un motif très classique dans la culture populaire japonaise, c'est la pérégrination du yojimbo, du garde du corps, qui sillonne les routes avec un enfant. Donc, dans ce motif, l'influence proclamée par les producteurs est celle de la série Lone Wolf and Cub, qui a été adaptée en série filmée, mais aussi en manga. On peut aussi déceler assurément l'influence du film fondateur pour le genre de Kurosawa, Yojimbo, qui date de 1961. Mais aussi, on peut voir une influence plus récente d'un animé qui mélange Japon ancien et magie, qui insiste sur le rôle du garde du corps, qui trouve sa rédemption dans la mission qui lui est confiée de protéger un enfant doté de pouvoirs magiques qu'il parvient difficilement à contrôler. C'est la série sortie il y a maintenant pratiquement 20 ans, Serei no Moribito. C'est ce groupe formé par Yasuke, Yasan, Saki et sa mère sont poursuivis par un groupe très intéressant du point de vue des représentations, qui est un prêtre européen, Abraham, et ses mercenaires. Alors, ce prêtre veut s'approprier les pouvoirs de Saki, et les mercenaires sont un mélange assez détonnant de robots. Également, on trouve un ours-garou russe, Nikita. Donc là, on est vraiment dans le stéréotype le plus complet, et un stéréotype assez frappant dans la mesure où Nikita a des vêtements qui renvoient largement à l'univers visuel, cette fois-ci de Mad Max, ce qui est assez frappant dans une série située dans le Japon de la fin du XVIe siècle, ou pour continuer avec les filiations japonaises, la série Hokuto no Ken, Ken le survivant, qui doit énormément d'ailleurs à l'univers et au visuel de Mad Max. Et enfin, un dernier personnage, un sorcier, chaman africain. La mère de Saki trouve la mort dans cette confrontation, mais Yasuke et Saki parviennent à échapper au prêtre, à le vaincre, les deux, et à trouver enfin Morisuke, qui est en fait pas vraiment un médecin, mais plutôt le leader de la résistance, un ancien samouraï de Nobunaga, qui est lui-même un mage, et se confronte, on va dire, entre guillemets, au boss final. Il y a une structure qui est assez proche des jeux vidéo dans cette série, le Daimyo, qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui est en fait une sorcière maléfique qui a renversé Nobunaga. Donc, adieu Tokugawa, adieu l'histoire du Japon telle qu'on la connaît. On est vraiment là dans de la fantasy, qui a renversé Nobunaga et qui veut aussi s'approprier les pouvoirs de Saki pour renforcer sa domination maléfique sur le Japon. Au cours de cet itinéraire, Yasuke redevient lui-même, et on le verra par des effets visuels très marqués, et il devient lui-même, grâce à son combat aux côtés de Saki, qui agit vraiment comme une figure rédemptrice pour le Japon, pour le monde des esprits, comme pour Yasuke à une échelle plus personnelle. Et à la fin, la boucle est bouclée, Saki retourne au village, Yasuke devient un ronin, un samouraï sans maître qui parcourt les chemins. Les mercenaires, eux, ont droit à une rédemption dans la mort au combat. C'est le cas notamment du robot, Rest Bucket. C'est le cas de l'ours-garou, Nikita, d'un autre personnage assez peu développé qui est Ishikawa. Et celui qui repart homme riche, là, dans un motif presque de western spaghetti, c'est le sorcier africain Ashoja. Soazic Le Courguenin, qu'on évoquait à l'instant l'idée que cette série était une série hybride. Alors c'est aussi intéressant, je voulais vous poser la question, parce qu'on est ici sur de la culture japonaise, vous l'avez dit, à travers les personnages, on est sur de l'animé, et pourtant, si on regarde, on est sur un animé, mais qui est américain. Alors il est américain déjà par la production. C'est une série imaginée, créée, produite par un animateur états-unien,
LeSean Thomas, qui est passé par le Japon, par la Corée du Sud. C'est produit par Matthew Shattuck, mais en même temps, pour tout ce qui est animation à proprement dit, character design, c'est le studio MAPPA, qui est un studio japonais. La musique aussi participe de cette hybridité. Elle est composée par le rappeur américain Flying Lotus, qui est également un producteur de la série. Et cette bande de son mélange des influences électro, hip-hop, des percussions africaines, japonaises. Donc, il y a ce côté très hybride. Et on retrouve aussi quand même des influences de séries comme Samurai Champloo qui mélangent le Japon médiéval à la musique hip-hop et électro. C'est un animé américain aussi dans l'enregistrement des voix. Si on regarde la fiche de production sur Netflix, les voix originales sont les voix américaines. Et ensuite, le doublage secondaire est le doublage japonais. Donc là, on voit bien que c'est une série qui a été pensée d'abord pour le public anglo-saxon et surtout états-unien, et dans un second temps pour le public japonais. Dans ces voix, on voit des problématiques qui sont très présentes actuellement à Hollywood en termes de représentation, en termes de possibilités d'emploi pour les acteurs de couleur. Et cette volonté de représentation, on le voit dans le fait que les acteurs d'origine asiatique vont assurer les voix de Morisuke, donc c'est Paul Nakaoshi, de Natsumaru, c'est Ming-Na Wen, donc une actrice qu'on a retrouvée notamment dans Les Agents du Shield ces dernières années. Et par contre, la voix de Yasuke est assurée par un acteur noir américain, Lakeith Stanfield. On voit aussi que c'est une série pour le public américain, dans la mesure où on a quand même un mélange, un véritable best-of des topoïs de l'animation japonaise. Ce Japon traditionnel, presque éternel, sans époque, mais, qui s'appuie sur la tradition et qui est défendu notamment par Mitsuhide, mais aussi par les représentations visuelles des maisons, des costumes, des coiffures, du mode de vie. Mais en même temps, on a aussi de la magie, de la fantaisie, des combats au sabre sanglant, des mechas, et même une excursion vers le combat de monstres, vers donc, le style kaiju, pensé à Godzilla, que l'on retrouve à la fin de la série. Donc on a vraiment un best-of de tous les styles que l'on peut retrouver dans l'animation japonaise. Et on peut voir dans cette volonté de cumuler les topoïs une fascination chez surtout les Noirs américains pour la pop culture japonaise, notamment les histoires de samouraïs, tout ce qui est autour des combats. On retrouve parmi les fans d'une série comme Dragon Ball, bon nombre d'Afro-Américains, mais comme le mentionnent les producteurs dans les interviews qu'ils ont données lors de la sortie de la série, cette passion pour l'animation japonaise est rendue quand même difficile par le manque ressenti par les spectateurs afro-américains, par un manque ressenti de représentation. Ils aiment ces séries, mais ne se sentent pas représentés. Et c'est ce que l'on retrouve dans leurs propos, dans les interviews à la sortie de la série. On souligne par exemple l'absence ou la quasi-absence de personnages noirs parmi les protagonistes. Et ça renvoie en fait à tous ces enjeux de représentation et d'identification pour le public afro-américain, noir-américain, qui est devenu très saillant actuellement dans les débats autour de la culture populaire aux États-Unis et qui est donc là déporté littéralement sur l'animation japonaise. Et dans ce contexte, on a chez les producteurs la volonté de créer un animé, mais à leur manière. Et on a aussi en filigrane une évocation des enjeux autour de la place des animateurs noirs dans le monde de l'animation aux États-Unis et dans le monde plus généralement. Donc cette idée selon laquelle ils ont des histoires à raconter et qu'il faut, s'ils veulent pouvoir les raconter, il faut qu'ils soient aussi à la place des producteurs pour investir le champ de l'animation qui, pour l'instant, ne leur laisse pas assez de place pour raconter leurs propres histoires.
Choisis le Krogonek, si on vous suit depuis le début de l'émission, on comprend bien alors qu'on est sur un animé qui aurait pour cadre le Japon finalement moderne du XVIe siècle, mais à travers à la fois des pratiques américaines et surtout des pratiques, on l'a vu avec l'utilisation de robots par exemple, contemporaines. On a une sorte, cette hybridation se poursuit jusque-là. Oui, c'est pour ça, c'est un objet vraiment hybride où on a un regard américain sur un personnage africain qui était à la base une partie de l'histoire japonaise, et on est dans un phénomène, on va dire, d'appropriation et de recréation. Et c'est pour cela que les créateurs parlent eux-mêmes, en évoquant leur série, d'un véritable cheval de Troie. Parce qu'en fait, à travers le personnage de Yasuke, on peut évoquer des thèmes, des problématiques qui sont en fait des problématiques contemporaines aux États-Unis. Et donc, on a je vais peut-être maintenant insister sur 2-3 thèmes qui m'ont paru vraiment très intéressants. Dans l'épisode 3, par exemple, donc c'est la fin de l'arc des mercenaires et du combat contre le prêtre Abraham, c'est une scène de lynchage de Yasuke. Donc, à la fin de l'épisode 2, Abraham parvient à capturer Yasuke. Saki, elle, s'enfuit. Et pour retrouver Saki, Abraham traîne Yasuke devant la foule du village, l'accuse du meurtre d'Ichika, alors qu'elle est morte au cours du combat contre les mercenaires, la mère de Saki. Et là, Yasuke est fortement renvoyé à son statut d'étranger, à une supposée bestialité. On insiste à nouveau sur la couleur de la peau et la foule commence à lui jeter des pierres. Donc on assiste véritablement à une scène de lynchage. Et là, l'allusion est vraiment transparente. C'est une allusion transparente à l'histoire des États-Unis et notamment à ces lynchages récurrents dans l'histoire du 19e, du 20e siècle, d'hommes noirs pour l'agression de femmes blanches. Et là, Saki et sa mère Ichika sont codées non plus comme japonaises dans cette scène, mais codées comme blanches. Et Abraham lui-même apparaît comme l'homme blanc âgé qui appelle au lynchage de Yasuke pour avoir agressé Ichika et tué une femme blanche. Et on est là dans l'histoire contemporaine des États-Unis, mais aussi dans le temps présent, dans la mesure où ça renvoie aussi à l'instrumentalisation que l'on retrouve dans certains faits divers en 2020, jusqu'en 2021, dans tout le mouvement Black Lives Matter. Et je pense par exemple à un fait divers qui a eu lieu à Central Park en 2020, au cours duquel une promeneuse blanche a appelé la police parce qu'elle se sentait menacée par un passant noir américain qui était amateur et observateur d'oiseaux, qui lui demande qui demande à la femme de tenir son chien à laisse. Elle se sent menacée et appelle la police avec tous les problèmes que cela peut poser, ce qu'on a pu voir avec les violences policières aux États-Unis, et en disant à la police qu'elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle est mise en danger par la présence de cet homme noir. Donc là, Yasuke, on n'est plus dans l'histoire de Yasuke au XVIe siècle, de ce samouraï noir, on est vraiment dans du très contemporain et des problématiques qui sont très prégnantes dans les communautés noires américaines actuellement. Ça, c'est le premier épisode. Le premier fait. Le deuxième épisode qui aussi renvoie à des problématiques, à mon avis, très contemporaines et qui, dans la culture populaire américaine, c'est à l'épisode 4, un envoyé du daimyo, le lieutenant du daimyo, découvre le cadavre d'Abraham, qui a été vaincu par Saki et Yasuke, et prononce une phrase qui est très intéressante: c'est une mort méritée pour n'importe quel prêtre. Et donc là, on peut interpréter cette phrase de différentes manières. On peut y voir une allusion aux persécutions historiques menées par les successeurs de Nobunaga, Hideyoshi puis Tokugawa, contre les chrétiens qui sont considérés comme une menace pour l'unité du Japon.
On pourrait trouver un écho d'un point de vue visuel dans la série à travers l'église en ruine dans laquelle Abraham est retrouvé. Et comme le daimyo remplace à la fois Hideyoshi et Tokugawa dans le récit, d'un point de vue chronologique, on pourrait penser que la remarque de son lieutenant reflète ce mouvement des persécutions que l'on retrouve aussi dans le film de Scorsese récent, Silence. Mais aussi dans la série, donc là en rentrant vraiment en sortant de l'histoire et en rentrant dans la logique de la série, Abraham, qui est un antagoniste intermédiaire, est présenté comme le mal absolu, derrière des habits de prêtre blanc. C'est lui qui tient le discours le plus intolérant, un discours de domination systématique, et que l'on retrouve représenté en train de frapper Yasuke, qui est enchaîné. Et donc là aussi, on n'est plus du tout, à mon avis, dans l'histoire du Japon du VIe siècle, mais beaucoup plus dans l'esclavage aux États-Unis. La figure de Yasuke enchaîné, l'homme blanc qui le frappe, qui veut le battre à mort. Et cette concentration d'un discours négatif autour du personnage d'Abraham peut aussi renvoyer à un discours que l'on retrouve de plus en plus ces derniers temps, dans une certaine jeunesse, du discours qui rejette actuellement le rôle de l'Église dans le processus colonial. Et à ce titre, il est quand même très intéressant de noter que les jésuites ont disparu de l'entourage de Nobunaga. Et d'ailleurs, ce n'est pas par les jésuites que Yasuke est arrivé au Japon, mais en étant l'esclave d'un marchand et non plus d'un jésuite. Et donc là, les chrétiens, les missionnaires, les jésuites sont renvoyés systématiquement du côté des antagonistes les plus violents. Et donc là, on pourrait y voir aussi, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'histoire du Japon, mais on est plutôt là dans des problématiques de discours post-colonial, à mon sens. Et enfin, deux éléments, c'est pour terminer, l'insistance sur le corps de Yasuke, qui renvoie là aussi à des questions de représentation de la culture américaine autour de la peau et autour des cheveux. Donc autour de la peau, dans la série, la peau définit Yasuke. Mais d'ailleurs, dans les imaginaires japonais, autour du personnage de Yasuke. Je renvoie au titre du roman pour enfants, Kurosoke, qui renvoie donc à sa couleur. C'est notamment présent dans le discours de Mitsuhide, donc celui qui trahit Nobunaga, et qui rappelle en permanence que Yasuke est toujours un esclave, quelle que soit l'armure qu'il porte. Donc là, Mitsuhide représente un Japon conservateur qui ne tolère pas les changements introduits par Nobunaga, une femme samouraï, un samouraï noir, mais aussi on peut voir en filigrane tout un discours sur la tâche de l'esclavage, que l'on retrouve là aussi bien en Amérique ibérique, la mancha de la esclavitude, ou dans la culture états-unienne de la single drop of blood, c'est-à-dire le fait d'avoir seulement une goutte de sang d'origine africaine renvoie à une condition servile passée et fait de la personne une personne noire ou une personne de couleur. Et ça renvoie aussi aux problématiques actuelles selon lesquelles l'homme noir est toujours renvoyé à la couleur de sa peau, malgré son talent, malgré ses accomplissements. Et c'est un sujet que l'on a retrouvé dans bon nombre de faits divers qui ont alimenté le mouvement Black Lives Matter, notamment des militaires, des officiers afro-américains arrêtés par la police malgré leur position d'officier dans l'armée américaine, par exemple. Et on retrouve cette image lors du combat contre Abraham dans l'épisode 3, avec cette image très forte de Yasuke enchaîné, battu, mais qui parvient à briser ses chaînes de lui-même et à se relever. Et cette capacité de Yasuke à se relever est incarnée par sa chevelure. Donc les cheveux de Yasuke sont très importants d'un point de vue visuel parce que ça permet de suivre son itinéraire et renvoie aussi à des problématiques à nouveau actuelles autour des cheveux afro aux États-Unis et plus généralement en Occident. Donc le cheveu afro est un enjeu culturel très fort actuellement et notamment le cheveu naturel
ou le cheveu coiffé par des locks, donc les dreadlocks. Derrière cette réaffirmation du cheveu naturel, des coupes, on va dire, et coiffures traditionnelles pour le cheveu africain, Yasuke est vraiment dans cette perspective, dans la mesure où on voit son évolution à travers sa chevelure. D'abord, ses cheveux qui sont un mix de coiffure de locks courtes, mais regroupées en chignon à la japonaise. Puis ensuite, lorsqu'il devient Yasan, le batelier, il porte des locks longues et on a un personnage qui s'étonne dans le village et qui lui pose des questions sur ses cheveux qui lui paraissent extraordinaires. Et de fait, lorsque Yasuke redevient lui-même, il retrouve cette coiffure hybride entre tradition japonaise et culture afro-américaine. Et toujours avec quand même un souci du détail. Et là, on voit cette volonté des producteurs de représenter un protagoniste noir américain, en fait, à travers la figure de Yasuke. Parallèlement, certains personnages sont, eux, représentés comme des Européens. C'est notamment le cas de Nobunaga, c'est le cas de Morisuke avec les barbes, les cheveux courts et qui les sortent complètement en fait là de la représentation traditionnelle des Japonais au XVIe siècle, même dans les animés. Swazik Kogonek, merci pour l'évocation de cette première série animée que l'on a fait dans Histoire en série. Et j'espère qu'on pourra en faire beaucoup d'autres, pourquoi pas avec vous et d'autres intervenants. Si des auditeurs veulent intervenir sur des animés, on devrait pouvoir en faire d'ailleurs une peut-être sous-série d'Histoire en série. Ça serait très bien parce que, comme vous venez de nous le montrer très bien, Swazik, on peut y voir beaucoup de faits à la fois historiques, culturels et sociologiques dans ces animés-là. Alors, vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve à la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com. N'hésitez pas à suivre aussi notre actualité sur Twitter @histoiresérie ou sur notre groupe Facebook Histoire en série pour participer aux discussions et pour nous poser des discussions si vous voulez avoir d'autres informations. On retrouve cette émission aussi disponible sur notre partenaire nonfiction.fr où vous avez depuis le début des résumés des émissions et des liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast et sur YouTube. Swazik, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette présentation. Comme je le disais, le premier animé que l'on fait dans Histoire en série, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et à vous dire pourquoi pas à bientôt pour une nouvelle série. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup pour l'opportunité. C'était vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci Swazik. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to